23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition. Tout de suite, les titres. Le président de la République du Ghana a effectué les 5, 6 et 7 mai dernier une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Visite au cours de laquelle Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a rencontré la communauté ghanéenne vivant en Côte d'Ivoire. Nous en parlons dans ce journal. Nous évoquerons également la question de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Faut-il attendre un emploi correspondant à son profil quand on sait que la demande est forte dans notre pays? Élément de réponse avec Éric Goré, ce sera pour tout à l'heure. Et puis la France qui a désormais un nouveau président, Emmanuel Macron, élu à plus de 66% des suffrages exprimés. Emmanuel Macron prendra possession des clés de l'Élysée officiellement dimanche prochain, mais avant, retour sur sa victoire dans ce journal. Je vous le disais tantôt, le président de la République du Ghana a effectué les 5, 6 et 7 mai dernier une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, visite au cours de laquelle Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a rencontré la communauté ghanéenne vivant en Côte d'Ivoire. On revient sur les temps forts de cette rencontre avec Viviane Aïma. La rencontre entre le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo avec ses compatriotes en terre ivoirienne, la première depuis son investiture le 7 janvier, a tenu toutes ses promesses. Une rencontre meublée de prières, chants religieux, danses traditionnelles et bénédictions. L'ambassadeur du Ghana a salué la grande mobilisation des Ghanéens autour de cette visite d'amitié et de travail du président Nana Akufo-Addo en Côte d'Ivoire. Pour lui, cette présence massive est l'expression de leur attachement au président de la République du Ghana. Nana Apia, président de la communauté ghanéenne de Côte d'Ivoire, a pour sa part dit la joie et le bonheur des ressortissants du Ghana de recevoir leur président au bord de la lagune ébriée avant de demander les nouvelles du pays. Heureux de communier avec ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire, le président ghanéen a réaffirmé sa volonté de nouer un partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire. On va travailler comme ça avec nos pères et nos sœurs ivoiriennes pour pousser le Ghana et pousser la Côte d'Ivoire. C'est nous, on a commencé à mettre en route toutes les choses qu'on a dit au peuple. J'ai promis que dès que je deviendrai président, l'école secondaire au Ghana sera gratuite pour tout le monde. À partir de cette année scolaire, tous nos jeunes qui rentrent dans le système secondaire, senior high school, seront là gratuits. Au cours des échanges qui ont suivi, le président ghanéen a répondu aux préoccupations de ses ressortissants sur des questions liées à l'actualité nationale. Voilà le président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, qui a donc regagné son pays hier en fin de journée. Le commentaire, vous l'avez certainement rectifié par vous-même, était signé Awa Touré. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a été, lui, reçu ce matin par le président du PDCI, Henri Konan Bédié, avec cette fois Viviane Aïma, les temps forts de la rencontre. Cette rencontre se voulait le prolongement des échanges que le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a eu le 24 mars dernier à Daoukro avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Participaient à la rencontre les ministres PDCI du gouvernement et les présidents d'institutions issus de cette formation politique. Le vice-président de la République s'est voulu on ne peut plus rassurant sur le message de cette concertation. Le RHDP se porte bien, a-t-il déclaré au terme de la rencontre. Je voudrais remercier le président Bédié d'avoir bien voulu nous recevoir ce matin à notre demande. Il a fait très rapidement et nous sommes heureux d'être avec les personnalités que vous voyez autour de nous pour cette rencontre aussi. Il s'agissait, après la rencontre que nous avons eue à Daoukro, de voir le président Bédié et faire un peu le point du dossier du RHDP. Et nous avons été, comme chaque fois, regardis
par sa déclaration qu'il nous a faite et disons que les orientations et instructions qu'il nous a données. Il indique que le RHDP se porte bien, quelles que soient certaines déclarations qu'on peut entendre à gauche et à droite, et que le RHDP a fait et fera la stabilité donc de ce pays. Il a travaillé avec son jeune frère, le président Alassane Ouattara, de manière à bâtir le retour à la paix au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Et ils vont continuer ensemble, de manière à ce que ce soit bon pour les Ivoiriens et pour les partenaires de développement donc, de la Côte d'Ivoire. Preuve qu'il n'y a nullement péril en la demeure, le vice-président de la République a annoncé une concertation dans les jours qui suivent entre le président de la République Alassane Ouattara et son aîné et frère Henri Konan Bédié. Et cette information, pour poursuivre, le calme est revenu à Boaké après donc le mouvement d'humeur des démobilisés ce lundi matin. Les manifestants ont été reçus par les autorités préfectorales de Boaké. Les négociations se poursuivent et depuis la fin de la matinée, on apprend que les activités et le trafic ont repris dans la région de Boaké. La politique de l'emploi, on en parle à présent. La question préoccupe au plus haut point le gouvernement ivoirien. Plusieurs structures ont donc été mises en place pour tenter de résoudre le problème du chômage en Côte d'Ivoire. Notez que l'entrepreneuriat et l'auto-emploi sont les maîtres mots de cette stratégie. Grâce Kando. Tidiane Diakité est ici dans les locaux de l'agence Emploi Jeunes dans la commune du Plateau. Sa présence n'est pas fortuite parce qu'il est à la recherche de financement. Il a postulé sur le site de cette structure en vue du financement de son projet. Je suis venu pour l'entretien. Ils m'ont promis le financement. Bon, on est à la phase maintenant de validation du projet. Nombreux sont ces jeunes qui bénéficient de fonds ou d'accompagnement pour leur insertion socio-professionnelle. J'ai été formé à mécanique auto. J'ai choisi la mécanique auto parce que c'était mon rêve. Ma formation a duré pendant 3 ans. Et on m'a appris comment le moteur fonctionne, comment démonter, remonter. En dépannant les gens, je gagne de l'argent pour mes petits besoins. Je suis trop contente de faire ce métier. Avec nos encadreurs, ça ne se fait pas très bien. Ils nous apprennent à faire les échafauds. On monte en hauteur, on place aussi les marches. On ramasse aussi les lignes, les tubes pour les donner. Ça ne se fait pas très bien en tout cas. Le gouvernement ivoirien a fait de l'emploi des jeunes sa priorité. C'est pourquoi plusieurs structures sont mises en place pour apporter des réponses à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le Bureau de coordination des programmes emploi et l'agence Emploi Jeunes ont mis en œuvre une série de programmes d'aide à l'emploi en vue de l'insertion des jeunes. Nous avons fait l'opération spéciale Agir pour les jeunes, qui est une opération qui vise à toucher des jeunes par des montants variant entre 100 et 700 000. Aujourd'hui, nous avons touché 12 000 jeunes, dont 9 066 qui ont effectivement mis en œuvre leur projet. Nous faisons une opération qu'on appelle une formation en passeport pour l'emploi pour apprendre aux jeunes à pouvoir avoir les meilleures techniques de recherche d'emploi, pour apprendre aux jeunes à pouvoir entreprendre, pour apprendre aux jeunes à avoir des initiatives en termes d'informatique, et nous avons touché près de 16 000 jeunes dans nos campagnes en 2016. Aussi, notre plateforme de financement au niveau des projets jeunes qui veulent s'installer des micro et petites entreprises, notre plateforme a permis de retenir environ 5 000 jeunes qui vont bénéficier bientôt des contributions, des moyens pour pouvoir s'installer. Nous avons pour mission de mettre les ressources à la disposition des structures de l'État, mais aussi des entreprises et des structures de la société civile chargées donc du pilotage, de la mise en œuvre des activités pour aider les jeunes à avoir accès à l'emploi, soit l'emploi salarié ou l'auto-emploi. Nous assurons la gestion et la coordination du PGDEC, que le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 milliards de francs CFA depuis 2012. Le projet CDD Emploi, qui découle donc d'un financement mobilisé dans le cadre du contrat de désendettement et développement.
sur la base d'un accord de financement signé entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement français. Et dans ce cadre-là, le projet solidaire emploi bénéficie de 32 milliards de francs CFA. Et vous avez enfin le projet PRISE, qui est le projet de réinsertion socio-économique des populations de l'Ouest de Côte d'Ivoire, financé par la coopération japonaise à hauteur d'1,350 milliard de francs CFA. Le gouvernement ivoirien offre des opportunités d'emploi aux jeunes depuis 2011. À la date de 2015, plusieurs emplois ont été créés. De 2011 à 2015, ce sont plus d'1 million d'emplois qui ont été créés. Ce sont en moyenne par année près de 120 000 jeunes qui bénéficient en moyenne de tous les accompagnements de l'agence emploi jeune. La porte d'accès aux prestations, c'est le site www.emploijeune.ci. Une fois le jeune souscrit sur cette plateforme, automatiquement, il se retrouve en vis-à-vis avec les opportunités d'insertion, c'est-à-dire en emploi direct, des opportunités d'accompagnement pour pouvoir améliorer son profil, pour être employable dans toutes les entreprises, ou bien des opportunités de financement de ces différents projets. L'auto-emploi est le seul levier véritablement viable pour pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, je ne dis pas avec 0 francs, mais avec très peu de ressources, on peut entreprendre. L'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés, des projets d'emploi et d'insertion professionnelle sont autant d'actions que les structures chargées de la question de l'emploi en Côte d'Ivoire prévoient pour résorber le chômage. Tous ces programmes et projets sont contenus dans la politique nationale de l'emploi 2016 à 2020, constituant ainsi une réponse du gouvernement face à la problématique de l'emploi des jeunes. Et vu la demande, faut-il attendre un emploi correspondant à son profil pour être en activité? Quand on sait, je vous le disais tantôt, que la demande est forte en Côte d'Ivoire, Eric Goré s'est intéressé au sujet. Le gouvernement ivoirien met tout en œuvre pour régler définitivement la question de l'emploi des jeunes. Plusieurs structures sont donc créées pour accompagner l'insertion de ces jeunes demandeurs d'emploi. L'Agence nationale de formation professionnelle AGFOP et la plateforme de services font partie de ces structures. Il faudrait que les jeunes puissent véritablement s'engager dans une logique d'entrepreneuriat, gérer leurs propres affaires, qu'à cela aussi ils puissent avoir un ensemble de mesures d'accompagnement. Tout est une question de volonté. Avec un minimum, on peut réaliser de grandes choses. Le jeune qui a la volonté et qui manifeste cette volonté-là, de pouvoir en fait essayer d'avoir une réponse à son problème de chômage, en fait, peut trouver cette réponse-là en se déplaçant vers un dispositif d'insertion. Cette option n'intéresse pas d'autres jeunes. Ils restent coûte que coûte attachés à leur diplôme. Un étudiant, en fait, qui a un diplôme, doit exercer un travail de son niveau, pas un travail en dessous de son niveau. Parce que si tu dois aller jusqu'au master puis revenir en arrière, c'est comme tu as perdu assez de temps à l'université. Certains parents soutiennent ce raisonnement. On crée des écoles où chaque année, on a des diplômés qui sortent de ces écoles-là, qui ont pour le minimum le BTS. Un enfant qui sort de ces écoles-là, en principe, il faut qu'il accède à l'emploi. Cet avis n'est pas partagé par ce chef d'entreprise. Malgré ses diplômes, Étienne Kouya opte pour la création d'entreprises. Aujourd'hui, il s'occupe de la formation et de l'insertion des jeunes dans le domaine de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai un bac plus 5 et je me retrouve en imprimerie. On peut avoir une formation à l'école, ça peut être théorique, mais la formation pratique et professionnelle, c'est surtout sur le terrain qu'on voit. Et on ne peut pas, sous prétexte qu'on a un bac plus 3, plus 4, que le métier d'imprimerie n'est pas attitré pour eux. Ici, les jeunes qui apprennent ce métier ont décidé de faire de l'imprimerie leur métier. Après le bac, ça n'a pas marché. Bon, je suis arrivé comme ça à l'imprimerie. Avant, c'était comme on appelle un passe-temps pour dire que non, bon, je ne peux pas rester à la maison en train d'attendre de mes parents. C'est comme ça que je suis arrivé maintenant. Aujourd'hui, je sens que j'ai l'amour de la chose. Il y a des jeunes qui ne baissent pas les bras. En entendant d'avoir un boulot correspondant à leur formation, ils ont pu s'insérer dans d'autres domaines d'activité. J'ai un bac plus 2, c'est-à-dire un BTS. En gestion des petites et moyennes entreprises. Le message que je peux donner à mes frères, on ne va plus revenir en arrière, c'est d'aller de l'avant. Choisissons quelque chose, puis donnons-nous à ça, on peut s'en sortir. J'ai eu un BTS en informatique, mais je n'ai pas vraiment travaillé dans ce domaine-là, donc il ne faut pas se concentrer sur sa formation. En plus de leur formation, les demandeurs d'emploi doivent être optimistes et ambitieux, en saisissant les offres disponibles qui vont les aider à se prendre en charge et à être indépendants financièrement.
Reportage signé Éric Goré. Le Forum régional des villes intermédiaires a refermé ses portes pendant 48 heures. L'événement a réuni à Odiéné, au nord de la Côte d'Ivoire, élus locaux, membres de la société civile, experts autour des questions de développement des collectivités. Des propositions ont même été faites pour donc réussir le développement de nos communautés. Mamadou Kwasi. Au quotidien, ce sont d'importantes populations qui quittent les zones rurales pour les zones urbaines. Et les villes intermédiaires constituent en premier le réceptacle de ces populations migrantes. En somme, dans moins de 10 ans, plus de 600 millions d'Africains vivront en ville. Une situation qui va accroître les problèmes de ces collectivités, des problèmes axés sur l'insécurité, le manque d'emploi, l'éducation, l'urbanisation et la prise en charge socio-médicale de ces populations. Tous ces problèmes sont à la fois communs à toutes les collectivités territoriales africaines. Quelles solutions donc faut-il apporter pour juguler ces entraves au développement? On fait des programmes pour les capitales nationales, on fait des programmes pour les capitales régionales, mais les villes intermédiaires ne sont pas pour le moment dans l'agenda des politiques publiques en Afrique. Et donc l'idée, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de la coopération internationale et des différentes coopérations bilatérales et multilatérales sur l'importance de faire en sorte que les villes intermédiaires puissent se préparer à accueillir ce surplus de population. Ce qu'il faut pour les rendre viables et durables, ces villes, c'est qu'il faut que ces villes intermédiaires soient dotées de ressources financières suffisantes, de ressources humaines suffisantes. Et en ce moment, il sera possible, comme ça existe dans d'autres pays, quand vous regardez en Allemagne, vous avez une métropole ou deux, mais le reste, c'est des villes intermédiaires. Et l'idéal aujourd'hui pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays de la sous-région, c'est d'avoir un tissu de villes intermédiaires qui vont faire un maillage intégral du territoire et qui vont organiser un meilleur équilibre et un meilleur dialogue entre le rural et l'urbain pour que nous puissions véritablement avoir un développement humain et inclusif. Il s'agit de trouver les moyens pour permettre à nos villes intermédiaires de jouer leur rôle de moteur de développement économique et social. Une ville intermédiaire ne peut pas seule aller sur le marché financier. Donc il faut mettre en place un pool de villes qui peuvent aller sur le marché financier pour prêter de l'argent, ou bien via une institution de financement au niveau national. Vous savez, il y a toute une ingénierie qui a été mise en place depuis des décennies et qui peuvent être mises à profit dans le cadre du financement des villes intermédiaires, et c'est sur ça que nous mettons l'accent. Pour régler définitivement les problèmes des villes intermédiaires, les experts en décentralisation proposent donner une bonne instruction et une bonne formation à cette jeunesse, parce que c'est elle qui sera le fer de lance du développement. Il faut aussi cultiver l'esprit citoyen au niveau de la population. Il ne faut pas qu'on pense que c'est au maire de faire. Non, chacun, dans sa parcelle de responsabilité, doit faire quelque chose. Nous devons conjuguer tous nos efforts pour atteindre un meilleur cadre de vie. Ces différentes propositions seront prises en compte dans la mise en place des agendas mondiaux, chose qui devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations des villes africaines. Je vous conduis à présent à Banjul, la capitale gambienne, qui abrite depuis hier dimanche une réunion régionale pour la validation et l'adoption du plan d'action pour l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. Envoyé spécial à Banjul, Hugues Hervé-Blé. Février 2015, 15 États membres de la CEDEAO adoptent la déclaration d'Abidjan qui reconnaît que l'apatridie est un fléau en Afrique de l'Ouest et par laquelle ils s'engagent à y mettre fin. À Banjul, dans la capitale gambienne, à l'invitation de la CEDEAO et du ACR, experts techniques internationaux, représentants d'organisations internationales de la société civile et autres sont engagés à rendre concrète la mise en œuvre des 6 mesures énoncées par la déclaration d'Abidjan. L'un des engagements qui ont été pris, l'engagement 25, un plan d'action régional CEDEAO. Et cette rencontre à Banjul, justement, c'est pour valider ce plan d'action. Donc, rencontre très importante, car ce plan nous servira de boussole pour les 15 pays de la CEDEAO pour justement mettre en œuvre toutes les mesures d'éradication de l'apatridie d'ici 2024. La déclaration d'Abidjan, forte de 25 recommandations, souligne pour chaque État
l'importance de tout faire pour que chacun dans la région ouest africaine ait une identité reconnue et bénéficie ainsi de sa protection. L'engagement de la Côte d'Ivoire est ici salué, engagement que va aider à mieux tenir la réunion de Banjul. La lenteur pour la mise en place de cette déclaration reste un problème majeur sur lequel nous sommes engagés aujourd'hui à Banjul, à voir dans quelle mesure cette déclaration, une fois adoptée et qui à force de loi, rentrera en vigueur au niveau de la Côte d'Ivoire. Le HCR estime qu'1 million d'apatrides vivent en Afrique de l'Ouest. Mardi s'ouvre la réunion régionale ministérielle pour la validation et l'adoption du plan d'action régional sur l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. Et notez pour être complet sur le sujet que selon le HCR, aujourd'hui, au moins 10 millions de personnes n'ont pas de nationalité dans le monde. L'on enregistre 1 million d'apatrides. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a le nombre d'apatrides ou de personnes de nationalité indéterminée le plus élevé de toute l'Afrique de l'Ouest, 700 000. Je vous fais à présent lecture de ce télégramme officiel émanant du président de la République à M. Emmanuel Macron, président élu de la République française. Monsieur le président élu, votre brillante victoire à l'élection présidentielle française le 7 mai 2017 m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. En portant son choix sur votre personne pour assumer la prestigieuse charge qui est désormais la vôtre, le peuple français vient de vous traduire éloquemment son adhésion à votre vision pour conduire les destinées de votre grand pays vers un progrès économique et social encore plus harmonieux au sein d'une Europe plus solidaire dans un monde en paix. En cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, former à votre endroit des vœux ardents de parfaite santé, de bonheur et de succès dans l'exercice de votre haute fonction. Je voudrais également vous témoigner toute mon estime et vous assurer de ma totale disponibilité à continuer d'œuvrer de concert avec vous au raffermissement des relations exemplaires d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Très haute considération, et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et on reste en France, la France qui a désormais un nouveau président, Emmanuel Macron, élu à plus de 66% des suffrages exprimés. Emmanuel Macron prendra officiellement possession des clés de l'Élysée dimanche prochain, mais avant, retour sur sa victoire. L'élection présidentielle française s'est distinguée cette année par la tenue d'une campagne hors norme, des attentes ponctuées d'incertitudes et des surprises. Le 16 novembre 2016, à moins de 6 mois du premier tour de la présidentielle, les primaires de la droite et du centre donnent la victoire à François Fillon. Il s'illustre comme le nouvel homme fort du parti Les Républicains, après avoir écarté Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, pourtant favoris des sondages. Côté gauche, la surprise est également de taille. Le président sortant François Hollande annonce le 1er décembre 2016 qu'il ne briguera pas un second mandat, une première sous la Ve République. Contre toute attente, Benoît Hamon s'impose face au favori Manuel Valls à l'issue des primaires socialistes. Le nouveau candidat se retrouve face à un défi et non des moindres, rassembler l'aile droite de sa formation politique. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, ex-ministre de l'économie sous François Hollande, déjà sur les rangs de l'Élysée, met en place sa machine à gagner. Une machine qui passe par la création d'En Marche, un mouvement citoyen qui se veut à la fois de droite et de gauche. Mais le tournant de ce processus électoral intervient lorsque le 25 janvier dernier, le Canard enchaîné, un quotidien français, révèle que l'épouse de François Fillon, Pénélope, a été rémunérée pendant 8 ans à hauteur de 500 000 €, soit près de 328 millions de francs CFA, comme attaché parlementaire de son époux et de son suppléant. Les conséquences sont immédiates. Le parquet national financier ouvre une enquête le soir même. Le candidat de la droite à la présidentielle se dit scandalisé et dénonce un complot. À 40 jours de la présidentielle et à 2 jours de la date butoir des dépôts de candidature, la justice met en examen le candidat Les Républicains pour détournement de fonds publics.
Son épouse Pénélope est également mise en examen le 28 mars pour complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée. Mais François Fillon reste dans la course. La campagne pour le premier tour de la présidentielle débute le 4 février 2017 par la tenue de meetings de 3 candidats à Lyon. Emmanuel Macron réunit 8 000 sympathisants au Palais des Sports, Marine Le Pen 4 000 militants au Palais des Congrès et Jean-Luc Mélenchon regroupe 12 000 personnes et 6 000 à Paris grâce à son hologramme. La campagne est ponctuée par 2 débats télévisés entre les candidats, une première dans l'histoire de la présidentielle de France. Emmanuel Macron domine les intentions de vote au premier tour. La dernière semaine de campagne a été rattrapée par l'actualité. Le 18 avril, 2 hommes ont été interpellés à Marseille alors qu'ils étaient sur le point de mener des attaques en France et vraisemblablement contre des candidats à la présidentielle. 2 jours plus tard, soit 3 jours avant le premier tour, un policier est abattu sur les Champs-Élysées. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique a recentré la campagne sur 2 enjeux majeurs, le terrorisme et la sécurité. Après plusieurs mois de campagne, Emmanuel Macron d'En Marche et Marine Le Pen du Front National arrivent en tête du premier tour de l'élection présidentielle le dimanche 23 avril dernier avec respectivement 24,01% et 21,3% des suffrages exprimés. Avant le deuxième tour de la présidentielle, le débat télévisé qualifié de musclé par les analystes met en scène Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les 2 candidats tiennent des discours très différents. Le premier reste dans la dynamique de son programme centré sur la mondialisation et une France qui demeure au sein de l'Union européenne, soulignant les lacunes de son adversaire sur les questions économiques et industrielles. La seconde avance les idéaux de l'extrême droite, axés notamment sur la préservation des frontières françaises, de la patrie, la lutte contre l'immigration de masse et le retrait de la France de l'Union européenne. Au soir du 7 mai 2017, date du deuxième tour de la présidentielle, Emmanuel Macron est élu à la tête de la France avec 66,1% des suffrages exprimés contre 33,9% pour Marine Le Pen. Dans son discours au Louvre, quelques heures après l'annonce de sa victoire, le nouveau président élu de France met l'accent sur la construction d'une majorité du changement lors des élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Le 8e président de la 5e République, Emmanuel Macron, démissionne de la tête d'En Marche, rebaptisée la République En Marche. Catherine Barbarou, jusque-là déléguée, devient la présidente par intérim du mouvement. Retour sur le continent au Burkina Faso après un second renvoi. Le procès de l'ancien président Blaise Compaoré et de 31 des membres de son dernier gouvernement a repris donc aujourd'hui devant la Haute Cour de justice. L'ex-président poursuivi en qualité d'ancien ministre de la Défense sera jugé par contumace. Ses avocats ne pourront donc pas plaider toute chose qu'ils contestent. Plus de 80 disparus, dont des femmes et des enfants. Après un naufrage au large de la Libye, quelques 132 personnes avaient pris place dans un canot pneumatique parti vendredi de Libye et qui a commencé quelques heures plus tard à se dégonfler. Seulement 50 survivants ont été récupérés par un navire commercial. Retour en Côte d'Ivoire pour parler environnement. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR a le souci de préserver ce patrimoine naturel, cette véritable richesse qu'est le parc national de Taï. L'OIPR vient donc de lancer un prix dénommé Parc national de Taï, mon meilleur voisin. C'est avec Kader Sogodogo qu'on en parle. Le parc national de Taï, 5860 km². Ce parc représente plus de 50% de la superficie totale des zones forestières ouest-africaines placées sous statut de stricte protection. Ce parc est un immense réservoir génétique et est d'une valeur exceptionnelle pour la Côte d'Ivoire. Il est déclaré réserve de biosphère depuis 1978 et est un patrimoine mondial depuis 1982. Sa gestion relève de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Pour la préservation du parc, l'OIPR sensibilise et associe les autorités locales ainsi que les communautés au sein d'un comité de gestion locale, CGL, qui se réunit 4 fois dans l'année. Ce CGL nous a apporté beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites qui vont améliorer
j'en suis sûr, la gestion du parc national des Taïs. Pour cette année 2017, un prix vert, dénommé le parc national des Taïs, mon meilleur voisin, a été créé. Il rejoint les efforts de préservation du parc. 83 villages riverains sont concernés par le prix. Ils devront démontrer leur volonté de préserver le parc. Les élus sont engagés. Je vais expliquer à la population de Taïs-Zagné que ce prix-là n'est pas à négliger, que nous devons travailler pour que, dans le département de Taïs, un village remporte ce prix. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, partenaire financier, s'associe à la démarche. Le parc national de Taïs a un niveau de conservation qui est exceptionnel. Il faut continuer à le faire, donc ça demande du travail, il faut communiquer avec la population. Le parc national de Taïs regorge d'espèces animales et végétales rares au monde. Toutefois, des initiatives tant nationales qu'internationales sont menées pour assurer sa durabilité. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure.